Donc voilà pour la troisième partie donc consacrée à la postérité d'Alexandre le Grand. Donc on va étudier là l'époque médiévale. Donc on va commencer par l'Empire byzantin, bon, qui est à cheval évidemment sur l'Antiquité et le Moyen Âge. Donc il y a une tradition populaire byzantine qui est assez vivace, donc qui reprend les exploits réels ou mythiques d'Alexandre, et donc qui sont racontés par le Callisthène, on l'a vu à Alexandrie au IIIe siècle, et donc qui inspirera plus tard le roman d'Alexandre. Donc les Byzantins ont transmis un très grand nombre de versions du roman en grec, et presque tous les manuscrits de la tradition grecque d'ailleurs proviennent de l'époque byzantine. Donc le roman connaît une large diffusion dans tous les milieux sociaux byzantins. Il y a même des thèmes qu'on retrouve aussi dans l'art, c'est celui de l'ascension d'Alexandre au ciel. On y reviendra, mais enfin, est une allusion que tu Barbeuil. Donc c'est un sujet iconographique très présent, très courant dans l'époque médiévale byzantine. Et on y reviendra notamment, on verra, dans des monastères en France. Donc les chroniqueurs de l'époque byzantine vont chercher à christianiser Alexandre, pour en faire l'ancêtre des empereurs byzantins. Donc il y a certains qui vont chercher à démystifier les épisodes légendaires, comme Jean Malalas dans sa chronographie du VIe siècle, ou un autre Michel Glicas au XIIe siècle. D'autres, au contraire, ont une approche plus historique, comme Georges Lemoine ou Jean Zonaras, donc sur Plutarque, et qui ont une approche, donc, comme j'ai dit, plus historique. Alors il y a une appropriation qui est plus nette encore au moment de la dynastie macédonienne, donc qui règne à Constantinople, même si en fait elle est d'origine arménienne. Donc Alexandre est parfois vêtu en empereur byzantin, sur des illustrations iconographiques, notamment dans une version du roman du XIVe siècle. Euh, alors l'apogée, on va dire, de cette appropriation, c'est que la dynastie des Paléologues, on est là entre 1261 et 1453, originaire de Macédoine, au moment d'ailleurs où il y a un sentiment national qui se réveille en Grèce. Et d'ailleurs, il y a le futur empereur, donc Manuel II, qui, pendant le siège de Thessalonique, qui est mené par les Turcs, on est là au XIVe siècle, dit, ouvrez les guillemets, la patrie de Philippe et d'Alexandre nous appartient. Donc voilà, finalement, chez les Byzantins, Alexandre est l'incarnation de l'idéologie impériale, et pour les pères de l'Église, il est le héros de la foi. Pour le peuple, les poètes, les rédacteurs des nombreuses versions du roman, il forme aussi le saint, le martyr, du fait d'une mort prématurée et injuste. Alors, voyons maintenant la postérité d'Alexandre en Asie. Donc là, on va embrasser, pour le coup, pas uniquement l'époque médiévale. Voilà. Donc, au 5e siècle, la vie d'Alexandre, donc du pseudo-Callisthène, commence à être traduite dans diverses langues du Proche-Orient, donc en copte, en éthiopien ancien, en araméen, syriaque, et probablement d'ailleurs aussi en arabe. Donc le mythe d'Alexandre est transporté par les voies de la religion et du commerce, jusque on l'a vu dans l'Empire byzantin, et l'ouvrage du pseudo-Callisthène est donc connu dans les communautés juives qui vivent à la Mecque et à Médine, à l'époque voilà, contemporaine de Mahomet. Donc en Asie centrale notamment, Alexandre est connu sous le nom d'Iskandar ou Iskander. Et au XIXe siècle, des officiers britanniques donc, qui vont explorer les confins de l'Afghanistan et du Tadjikistan signalent en fait que des seigneurs locaux affirment être des descendants d'Alexandre. Alors c'est vrai que, bon, historiquement, peut-être que ce recours à Alexandre rappelle que les Gréco-Macédoniens ont fondé des colonies en Asie centrale, ce qui formera d'ailleurs après les royaumes gréco-bactriens. Alors on sait aussi, pour revenir un peu en arrière, que Marco Polo, donc il a écrit donc, au XIIIe siècle, que les rois de ces régions seraient nés d'une lignée issue d'Alexandre. Et au XVe siècle, donc la dynastie Timouride, donc qui est héritière de Tamerlan, donc des Mongols, on va dire, Mongols, utilise Alexandre pour légitimer des lignées féminines. Alors se souvenir du passage d'Alexandre vivace en Asie centrale, et il va nourrir chez les Occidentaux une forme de romantisme.
On connaît, hein, voilà, la nouvelle de Rudyard Kipling, L'homme qui voulut être roi, donc 1888, qui inspirait donc le film éponyme, hein, avec la figure, voilà, tutélaire d'Iskander. Donc il y a aussi évidemment le souvenir de nombreuses fondations urbaines dans les toponymies notamment, donc ça reste très vivace dans des légendes d'Asie centrale. Donc voilà, il y a une espèce de légende locale à travers voilà les habitants d'Alexandrette en Turquie, de Merv au Turkménistan, de Margilan en Ouzbékistan, d'Herat et de Kandahar en Afghanistan, ou Karachi au Pakistan, qui pour la plupart ont bien été fondés ou refondés par Alexandre. Alors ce passage est encore signalé dans les régions qui bordent la Mourdaria, hein, donc, centrale, Afghanistan, Tadjikistan actuel, à travers donc des forts, des murs et des chemins dits d'Iskandar. Et près de l'antique Taxila, donc on est au Pakistan, les habitants, selon une tradition, continuent d'appeler leurs chevaux bucéphales, hein, car en fait ils pensent qu'il aurait été enterré dans la région. C'est pas forcément le cas d'ailleurs. C'était plus proche de l'Indus. Et même d'ailleurs, dans la vallée du Gange, qui n'a pas parcouru, le folklore local l'évoque encore. Donc avec la diffusion de l'islam, qui fait d'Alexandre un défenseur de la foi, si on, voilà, on considère qu'il est bien présent dans le Coran, on y reviendra, sa légende a pénétré jusqu'en Indonésie actuelle. Et il y a même des récits, en fait, qui s'inspirent du roman d'Alexandre, en javanais, en malais, principalement. Il y a même, voilà, une supposée tombe d'Iskandar à Sumatra. Alors, faut savoir maintenant dans la langue, voilà, actuelle, hein, en hindi et en ourdou, donc Sikandar, qui est dérivé donc du persan, désigne un jeune homme en devenir, un jeune talent en devenir. Voilà. Pour la figure d'Alexandre, un Iskander en Asie. Alors, passons maintenant à la partie donc, qui va nous intéresser, donc l'Occident médiéval. Donc c'est bien sûr évidemment la grande tradition du roman d'Alexandre, issu du Pseudo-Calistène. Donc là, Alexandre représente un modèle de vertu masculine et princière. Il représente aussi l'idéal du preux chevalier qui mêle le savoir et le pouvoir. Donc il est à la fois le guerrier, le sage. Et donc la cour d'Henri II Plantagenet, qui est duc de Normandie, ensuite roi d'Angleterre, Alexandre représente donc l'idéal chevaleresque et le symbole d'une royauté qui s'affirme face à l'anarchie féodale du royaume de France. À partir du XIIe siècle, donc au moment des premières croisades, évidemment se développe en France une fascination pour l'Orient et donc la figure d'Alexandre. Et il fait partie des ce qu'on appelle les 9 preux, donc 9 héros païens, juifs, chrétiens, qui incarnent l'idéal chevaleresque à l'époque, au XIVe siècle. Donc au XVe, il est très populaire à la cour des ducs de Bourgogne, hein, comme en témoigne d'ailleurs la dédicace de Philippe le Bon du livre des conquêtes et faits d'Alexandre, hein, donc un ouvrage de Jean Vauquelin. Et il y a aussi une traduction de Quinte-Curte aussi, donc c'est du latin, voilà, à la cour de Charles le Téméraire. Et à la fin du Moyen Âge, on redécouvre donc Plutarque, Diodore et Arrien, donc via les Byzantins, qui arrivent donc en Occident, évidemment, à la chute de l'Empire. Et voilà, ça fait apparaître une image plus politique, hein, et voilà, d'un prince païen, élève des philosophes, et qui sera admiré par les hommes de la Renaissance. Donc voilà, il devient une espèce de symbole du pouvoir monarchique qui s'oppose face à une féodalité en déclin. Et dans ce contexte-là, d'ailleurs, c'est à la fin du XVe siècle qu'il va figurer donc dans les rois, hein, les jeux de cartes, hein, voilà, donc avec David, Jules César et Charlemagne. Alors il y a évidemment d'autres auteurs médiévaux, des prosateurs qui vont s'intéresser à lui, mais ils montraient d'ailleurs une vision négative, notamment chez les Allemands. Voilà, il peut être vu dans certaines traditions germaniques comme un personnage cupide et cruel, car il aurait franchi les limites fixées à l'homme. Alors il y a des théologiens allemands aussi, des prédicateurs, hein, qui vont faire de lui une incarnation de Méphistophélès, hein, qui représente l'orgueil en personne. Et Dante, hein, dans la Divine Comédie, donc au XIVe, il évoque, hein, enfin Dante, pardon, évoque Alexandre comme un tyran. Il le compare d'ailleurs à Denis le Syracuse. Et dans la Divine Comédie, il est notablement absent de la liste des païens dits vertueux. Donc voilà pour cette tradition, longue tradition médiévale. Voilà, je vous remercie.